toute fille idéalise un peu sa première fois. Ok. Elle veut que ça se passe avec un garçon qu'elle aime, dans un lieu qu'elle aime. Non, pas du tout, c'était ma première fois. Plus tu es silencieuse, plus ça va passer vite. Et plus ça passe vite. En fait, j'avais plus peur de mourir que de l'acte. Oh. Non, c'était méthodique. Ok. C'est comme ça que ça va se passer. Pas un mot, pas un geste. Pas... Il m'a pris les mains. Et moi, je me disais, qu'est-ce qui vient de m'arriver ? Qu'est-ce qui vient de m'arriver ? Hello Véron. Hello Belinda. Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient avec un épisode spécial où on va rentrer dans un autre aspect de notre chaîne parce qu'on vous a parlé de talks mais on vous a également parlé de témoignages. Et aujourd'hui on rentre dans la série I Testify, donc je témoigne. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui qui va nous parler de son histoire, qui va nous parler de ce qu'elle a vécu. Et on espère que ça va pouvoir vous édifier, que ça va pouvoir encourager des personnes qui vivent la même chose et que surtout, on puisse tous ressortir avec des bénéfices. Donc, bonjour Myriam. Bonjour Belinda. Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui, Myriam. Moi aussi, là. Oui. Et est-ce que peut-être tu pourrais te présenter? Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 23 ans, je suis étudiante en marketing relationnel de luxe et je suis animatrice à côté et je gère quelques petits business. Ok. Et dis-nous, pourquoi tu as voulu témoigner aujourd'hui? Parce que je trouve assez important d'éclairer ce sujet, parce que certaines femmes, quand elles le vivent, elles sont dans la honte, elles préfèrent pas en parler, elles préfèrent oublier et essayer vraiment d'édifier certaines femmes. Parce qu'il y a une sortie, tu vois, à tout ça à la fin. Ok. En tout cas, on va t'écouter pour nous raconter ton histoire. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ton enfance? Alors, j'ai vécu, on va dire, mes 10 premières années, une enfance assez heureuse avec 2 parents. Et puis, à partir de l'âge de 14 ans, mon père est décédé. D'accord. D'un cancer. Du coup, ça a un peu changé la donne. J'ai commencé à vivre avec ma mère. Et ma mère a dû prendre les charges en tant que femme et mari en même temps. Et moi, je suis l'aînée. Du coup, ça a été assez compliqué et j'ai dû faire ma rentrée au lycée de cette manière. Du coup, essayer de faire genre que tout va bien alors que pas du tout. Ouais. Je partais déjà avec un bagage assez lourd. Assez lourd parce que je comprenais que je devais grandir assez vite pour pouvoir aider ma mère émotionnellement et devenir un soutien, tu vois. D'accord. Du coup, vers la seconde, j'ai commencé à grandir assez vite, à comprendre, à aider ma mère pour les charges, à aider ma mère pour les papiers. Ça n'a pas été facile. Ok, donc tu partais déjà donc émotionnellement à la maison avec, on va dire, une lourdeur de prendre en charge sa famille. Une pression, voilà, ta mère qui jouait le rôle du père et de la mère. Donc voilà, ça n'a pas été facile pour toi. Et est-ce que tu pourrais nous parler du jour où, on va dire, où ta vie a un peu changé, en quelque sorte? Alors, j'ai subi mon premier abus sexuel en mars. Je ne pourrais pas vous donner la date précise parce que c'est assez flou, mais c'est en mars 2016. D'accord. Mars 2016. Et juste à en parler, ça me met un peu... En fait, je me dis que j'ai réussi à passer ça. Mais je vais vous raconter. J'avais stage. Du coup, je travaillais en restauration. D'accord. Et la restauration finit assez tard. Et à cette époque-là, j'habitais dans une ville du 91 et le restaurant était juste à côté de la maison. Du coup, je n'avais pas réellement besoin de prendre des transports. Du coup, j'ai fini vers minuit. Et j'avais toujours l'habitude d'avoir mes écouteurs dans les oreilles, comme tout adolescent. Mais ne faites pas ça. Quand vous rentrez le soir, enlevez vos écouteurs. Du coup, j'avais mes écouteurs le soir et je rentrais, je chantonnais et j'arrive vers une petite ruelle que je connais aujourd'hui par cœur. J'arrive vers une petite ruelle à côté d'une banque et il y avait un petit lac à côté et je sens qu'on me pousse. Il faut savoir, je suis très maladroite, déjà moi-même. J'ai perdu l'équilibre et il y avait un ponton et j'ai atterri sur le sol, mais c'était un coin où il y avait de l'herbe. Du coup, en fait, j'entendais aussi le son de mes écouteurs pas très loin.
de mon téléphone, pas très loin. Mais le temps de comprendre ce qui m'arrive, bah, ça a pris du temps. Donc du coup, juste pour qu'on puisse recontextualiser, donc tu as 16 ans. Ouais. Tu es dans le noir, tu rentres du travail. Ouais. Donc il n'y a personne autour de toi? Non. T'avais pas remarqué que quelqu'un te suivait peut-être? Pas du tout. Ok. En fait, t'avais tes écouteurs, donc du coup, t'étais c'est ça, concentrée. J'étais concentrée, j'étais dans mon univers. Déjà, j'avais très mal aux pieds. Du coup, je marchais tout doucement et j'avais pas perçu qu'il me suivait. J'avais pas compris qu'il était derrière moi depuis un bon bout de temps. Mais quand il a agi, en tout cas, c'est comme si mon cerveau s'était éteint. Okay. Donc, tu parles d'un homme? Oui. Parce qu'on n'a pas précisé, mais donc il s'agissait d'un homme en fait qui t'a poussé. C'est ça. Et donc, tu as vu son visage quand tu es tombée à terre, tu l'as vu? Sur le coup, je ne l'ai pas vu. C'est que quand je me suis retournée pour essayer de me relever, que j'ai vu qu'il a fait pression sur moi. Okay. Et c'est là que je commence à comprendre ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu son visage. Ok. Et là, il y a une certaine dissociation de ma personne. C'est-à-dire qu'il y avait la Myriam qui disait « Non, c'est pas possible. C'est pas en train de m'arriver. Pas maintenant. Pas tout de suite. » Et il y avait la moi actuelle qui n'était incapable de réagir. Et de réagir face à un homme, clairement de la trentaine, quarantaine, sur moi, avec sa force. Et je le regardais seulement. C'est pas que je le regardais faire, mais j'ai pas cherché à crier. Oui. Ouais, t'étais inerte un peu. J'étais totalement inerte. J'étais totalement inerte. Je me disais que si je fais pas de bruit et que je fais ce qu'il me dit, bah ça va bien se passer. Qu'il va peut-être avoir pitié de moi et qu'il va arrêter parce que je suis quand même l'enfant de quelqu'un. Du coup, j'étais là, allongée sur le sol, j'entendais la musique au fond et j'entendais ce monsieur me parler, mais je vous promets, sur le coup, vous voyez quand vous avez les oreilles qui vous chauffent, vous êtes stressé, vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. Et ce monsieur fait de plus en plus pression sur moi. Okay. Je me suis développée assez tôt, j'ai eu de la poitrine assez tôt, un corps assez tôt. Et il passe sa main sur mon haut. Et je ne portais pas de soutien-gorge puisque j'étais à l'époque, ne faites pas ça. Ok. Du coup... Après, excuse-moi de te couper, mais en fait, tu ne dois pas, on va dire, remettre la faute sur la façon dont tu étais habillée ou la façon... Parce que, est-ce que tu étais habillée d'une manière particulière ce jour-là? Non, pas du tout. Voilà. Donc, le fait que tu ne veuilles pas mettre de soutien-gorge... Bah ça ne justifie en rien, en fait, l'acte. Ça ne justifie en rien. C'est juste qu'il a une facilité à accéder plus rapidement à ma poitrine. Du coup, il a commencé à me tâter mes parties, à me caresser, poser sa tête sur mon cou. Et à ce moment-là, est-ce qu'il te parlait? Est-ce qu'il t'expliquait un peu son agissement? Pas du tout. Il était alcoolisé? Tu penses qu'il avait pris des substances ou quoi? Je trouve que non. Je ne pense pas qu'il avait pris des substances parce que j'avais l'impression qu'il savait ce qu'il faisait. Malheureusement. C'était assez rapide. C'était pas... Comme s'il avait l'habitude, quoi. C'est ça. C'était pas quelque chose qui venait d'arriver, une impulsion. Non, c'était méthodique. Okay. C'est comme ça que ça va se passer. Pas un mot, pas un geste. Il m'a pris les mains parce qu'à ce moment-là, moi, mon premier réflexe, c'est de l'attraper par les épaules et de le repousser pour essayer de maintenir un certain écart. Oui, une certaine distance, ok. C'est ça. Puisqu'il avait sa tête dans mon cou et ses mains sur mon ventre. Et du coup, moi, j'essaye de le repousser. Bah, ça n'a pas marché. Et je pense qu'au moment où j'ai arrêté d'essayer, bah, c'est clairement au moment où il a passé sa main sous mon pantalon. À ce moment-là... Tu as essayé de crier, tu as essayé de... C'est comme si ma voix, elle était coupée. Je comprends. C'est comme si ma voix, elle était coupée et je me disais, plus tu es silencieuse, plus ça va passer vite. Et plus ça passe vite. En fait, j'avais plus peur de mourir que de l'acte de l'abus. Ok. Ça veut dire que je me disais que si je me montre conciliante et que je me montre assez soumise, bah, il ne va pas me tuer à la fin. Ok. Il va faire ce qu'il peut faire. T'avais peur pour ta vie, quoi. C'est ça. Il va faire ce qu'il va faire avec moi et puis il va me laisser et je vais pouvoir rentrer chez moi. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai cru que ça a duré des heures, mais pas du tout. Ça a été assez rapide. D'accord. Assez brut. Enlever mon pantalon, il n'a même pas baissé mon pantalon jusqu'en bas. Il a seulement mis au mi-genou et puis il a forcé. T'as pénétré. Il m'a pénétré, c'est ça.
il m'a pénétrée et là, j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de bouger. Je me suis juste dit, je regardais ses cheveux. Et là, je me disais, mais non. Et juste pour entrer un peu dans ta vie à ce moment-là, est-ce que toi, tu avais déjà connu des rapports à ce moment-là? D'accord. En fait, c'est donc, ça. Du coup, il t'a pris un peu... C'est ça. C'est ça qui est un peu triste, c'est que toute fille idéalise un peu sa première fois. Okay. Elle veut que ça se passe avec un garçon qu'elle aime, dans un lieu qu'elle aime. Non, pas du tout, c'était ma première fois. On va pas se mentir, je flirtais certes avec des garçons, mais ça allait jamais plus loin. D'accord. C'est-à-dire que oui, ça m'a été totalement arraché. Ok. Avec douleur. De la pire des manières. Ouais. De la pire des manières, avec beaucoup, beaucoup de douleur. J'ai senti tout mon corps se contracter. Refuser la pénétration, clairement. Refuser qu'il rentre. Et tout mon corps était comme s'il était en état de choc, en état d'alerte. Chaque bruit, chaque courant d'air, je le sentais. Et du coup, c'est ça qui est le pire, c'est qu'il n'a pas forcé plus que ça. C'est-à-dire qu'il m'a pénétré 1 fois, 2, 3 fois. Je sentais ses râles, son odeur. Et puis, vous savez, ça a une odeur assez particulière. C'est horrible. Ouais. Franchement, ça m'émeut, hein, tout ce que tu me dis. Parce que c'est un détail, c'est traumatisant. Tu vois, ça s'est passé en 2016. Je sais pas, moi, tu me dis ce que j'ai mangé avant-hier, je vais peut-être réfléchir. Mais tu sais, des moments comme ça, traumatisants, tu te rappelles vraiment de tout. Oui, chaque détail. Et c'est difficile à ce que ça parte de ta mémoire, en fait. Oui, toute ta vie, tu te traînes ces images, en fait. Oui. Tu te rappelles vraiment de tout, à tout moment. C'est ça. Et quand il a fini ce qu'il avait à faire, et je pense même pas qu'il a fini, finalement, puisqu'il a bien vu que... En fait, t'étais pas réceptive. J'étais pas réceptive. Ton corps n'était pas réceptif. Ça. Je pense qu'il voulait, d'une certaine manière, d'une manière perverse, à que je prenne du plaisir à ce qu'il était en train de m'enlever. Mais quand il a vu que même un mot, même un son, même des larmes ne sont pas sorties, là, j'étais clairement dans un déni complet. C'est-à-dire que même pleurer, t'as pas réussi. J'ai pas réussi. C'est comme si on avait mis pause, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est comme si mon cerveau, il s'est dit, bon, là, c'est trop dur pour moi. Je préfère te protéger et clairement mettre pause et que tu comprennes pas ce qui se passe. Tu vois, déjà, l'acte sexuel, en vrai, c'est très dur. Mais de cette manière-là, c'est trop violent. Il s'est simplement relevé. Il n'a même pas fini de remettre son pantalon, il a passé la petite estrade et il a couru vite. Et il m'a laissé là. Le sol était un peu mouillé. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Il faut savoir que j'étais même pas à 7 minutes de chez moi. C'est ça qui est un peu triste. C'est que je me dis que si peut-être que j'aurais marché un peu plus vite, que j'aurais enlevé mes écouteurs, j'aurais pu le sentir, j'aurais pu courir. Mais j'étais même pas à 7 minutes de chez moi. Et je me suis simplement relevée. J'ai remis ma culotte. Et la douleur, j'avais les coudes, j'étais blessée sur les coudes. J'ai remis ma culotte et mon pantalon. J'ai pris mon téléphone et je commence à marcher. Et là, je marche, j'arrive chez moi. Et je sonne alors que j'ai mes clés. Et ma mère, elle voit mes habits. Elle me dit, mais pourquoi tu sonnes? T'as les clés? Et là, je la regarde. Et c'est que quand je vois ma mère, que là, je m'effondre. Ouais. En fait, la réalité, elle revient, en fait. C'est ça. Là, je m'effondre. Je commence à pleurer. Et vous savez, je pense qu'à ce moment-là, ma mère, ça faisait un peu trop pour elle. Je pense avec la perte de ton père. C'est ça. Je pense qu'à ce moment-là, ma mère, elle s'en voulait de ne pas me protéger. Mais en même temps, elle aussi n'a pas voulu accepter ce qui m'arrivait. Juste, excuse-moi de te couper, mais du coup, quand tu l'as vu et que tu as commencé à pleurer, tu lui as dit directement ce qui venait de t'arriver? Pas encore. Ok, donc elle t'a juste vu pleurer et automatiquement, elle s'est dit, il s'est passé quelque chose et elle a commencé à stresser. C'est ça. Elle a commencé à stresser. Elle me regardait comme ça. Elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais là. J'arrivais pas à respirer. J'étais en train de faire un début de crise d'angoisse. Elle m'a tendu de l'eau pour que je puisse me calmer. Et je lui dis, maman, on m'a fait ça. Et elle me regarde. Et je pense qu'elle n'a pas compris. Je pense que
pour elle, c'était trop. Du coup, elle m'a seulement dit, bon, écoute, là, elle a pris soin de moi, c'est-à-dire qu'elle m'a lavé et tout. Elle m'a fait comprendre, va dormir. On en parle demain. Va dormir. Sauf que pour moi, cette nuit-là, c'était impossible de dormir. Ah bah oui. C'était impossible de dormir. Je commençais réellement à réaliser ce qui était en train de se passer. Et je me suis dit, mais je vais mourir. D'une certaine manière, je vais finir par mourir. Parce que je pense que pour une adolescente de 15-16 ans, et juste 1 an et demi avant, perdre son père, et après, l'année d'après, vivre ce type de choses, je me demandais réellement pourquoi je suis venue au monde. Pourquoi je dois vivre tout ça? Pourquoi je dois le vivre maintenant? Je croyais plus en Dieu. Je croyais plus en rien du tout. Puisque finalement, je me disais, mais Dieu, pourquoi il n'a pas été là pour me protéger? J'ai même pas de père. Ça veut dire que personne n'était là. Tu vois? Et le lendemain, ce qui m'a le plus choquée, c'est que je suis partie aller en cours. Comme si rien ne s'était passé. Et la suite, en fait? Comment tu as géré par la suite? Alors, première année de seconde, j'ai fait un déni complet. C'est-à-dire que je l'avais dit à ma meilleure amie de l'époque, qui a été là pour moi. Et c'est toujours ma copine et je la remercie pour ça. Et j'ai fait un déni complet. C'est que quand je lui ai raconté, que là, je me suis effondrée. Et à ce moment-là, ma CPE nous a pris, j'ai dû raconter. Mais je ne voulais pas porter plainte. Ok. Je vous dis la vérité, je ne voulais pas porter plainte. Et pourquoi? Parce que j'arrivais pas à accepter que j'étais la victime. Pour moi, la chose devait se régler peut-être par un mort, je devais le retrouver, me venger. Mais j'arrivais pas à accepter que j'étais la victime dans cette histoire et que j'allais devoir plaider ma cause auprès des gens. Tu vois. Du coup, je ne voulais pas porter plainte. Mais elle a été dans l'obligation de le faire. Et je me rappelle encore quand on a été convoqués, ma mère et moi, parce qu'ils ne nous ont pas convoqués en même temps. Ma mère est sortie du travail et moi, j'étais à la maison, ils nous ont convoqués, mais ils nous ont mis dans 2 bureaux différents. Et ils m'ont demandé. Et j'étais face à une femme. Et je pense que la chose qui... J'avais peur. J'avais peur parce que cette femme se montrait assez dure avec moi, je trouve. Ok, malgré ce qui t'est arrivé. Ouais, elle était assez dure parce qu'elle essayait de... Comment expliquer ça? Elle essayait un peu de me désarmer. C'est-à-dire que mon récit n'avait aucun sens pour elle. D'accord, ok. Que ça ne pouvait pas arriver dans cette ville-là. Que pour elle, on ne va pas se mentir, tu étais habillée comment? Wow. C'était un peu ça. Et je me rappelle de sa tête. Est-ce que tu ne l'as pas provoqué c'est ça. Ce qui t'est arrivé? Tu l'as vu avant? Ah, mais tu travailles dans la restauration. Peut-être qu'il était dans le bar et tu lui as fait un peu de charme. Et puis... Oui, mais en fait, c'est ça le problème. Excuse-moi de te couper. Mais c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que tous les abus sexuels, on est obligé de trouver une justification. Et forcément, la justification ne vient pas de l'acteur, enfin de celui qui est le responsable. Ça vient toujours, en fait, de la victime. Oui. C'est elle qui a eu un comportement peut-être aguicheur. C'est elle qui avait peut-être des vêtements qui pouvaient attirer l'œil. Mais en fait, on ne peut pas justifier un tel acte aussi ignoble par des vêtements ou une attitude, en fait. Ça ne s'explique pas. Le consentement, il est où dans tout ça? C'est ça. Et surtout que, si je m'en rappelle bien, ils ont essayé de prendre ma mère comme coupable. C'est-à-dire que pour eux, c'était... vous n'avez pas laissé votre fille à cette heure-là. Et ma mère, elle était à base de... Mais ma fille ne sort pas tard le soir. C'est juste qu'elle travaille dans la restauration. Elle finit à minuit, 1h. Vous voyez? Et avec le peu de français qu'elle a pu dire, mais pour eux, ça n'a aucun sens. Du coup, j'ai porté plainte. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de suite. J'ai pas eu de suite jusqu'à... On a dû déménager. On a dû déménager parce que d'une certaine manière, je ne supportais pas là où j'étais. Et même repasser à cet endroit et tout. Je ne passais plus par là. D'accord. Je ne passais plus par là. Mais toute mon année de seconde, à part cet événement-là, je l'ai vécu comme si rien ne s'était passé. D'accord. Et il n'y a pas eu de répercussions sur ton comportement à toi, sur ta vie à l'école? Si. Un peu plus tard, parce que là, je commençais à faire quelque chose qui est différent de ma personne. C'était que je commençais à réellement avoir le besoin de séduire le partenaire avec qui j'étais à ce moment-là. Et
à faire une certaine dépendance. Mais ça, c'est arrivé en première. D'accord. Mais sinon, juste avant ça, donc tu étais simplement dans le déni, tu as vécu ta vie... J'ai vécu ma vie. J'allais en cours, je rigolais. Carrément, ils pouvaient faire des blagues sexuelles, ça ne me dérangeait pas. D'accord. En fait, c'est comme si j'avais jamais T'as pas vécu ce moment. C'est ça. D'accord, ok. Et donc, tu disais par la suite que tu avais ce besoin de plaire, de séduire. C'est ça. Donc, c'est comme si on t'avait... Enfin, tu t'hyper-sexualisais toi-même un peu. Oui, beaucoup. Ok. Et carrément, je vais faire un petit point concernant l'hypersexualisation parce que ça fait partie aussi du message qu'on voulait transmettre au travers de ce témoignage. Pour ceux qui ne savent pas, l'hypersexualisation, c'est un processus par lequel une personne, et souvent une femme, est représentée ou perçue principalement à travers le prisme de sa sexualité et souvent de manière en fait inappropriée et même exagérée. Et il faut savoir que justement les abus sexuels font partie des causes de l'hypersexualisation. Donc parfois on voit une femme qui a une certaine attitude, un certain style de vie qu'on peut dire un petit peu débridé, mais on ne sait pas en fait les causes justement qui l'ont amenée à autant se sexualiser. Et carrément pour vous donner aussi quelques petits stats concernant les abus sexuels, il faut savoir qu'une femme sur 5, donc quand même 20% des femmes ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Moi, je pense surtout que c'est des chiffres recensés. Combien de ces personnes ne parlent pas, ne portent pas plainte? Comme toi, tu le disais, tu ne voulais pas porter plainte au début. Donc voilà, moi, je pense que nous, tout autour de cette table, on a eu déjà soit un attouchement, soit des... Donc moi, je pense que c'est bien plus que ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et généralement, justement, la majorité subissent ces actes pour la première fois avant leurs 18 ans. Donc ça commence en fait très très jeune. Et pour l'année précédente, il y a eu environ 217 000 femmes qui ont déclaré avoir été victimes d'agressions sexuelles, de tout type d'abus. Donc on se rend compte quand même de l'ampleur de ce phénomène. On se rend compte que ce n'est pas quelque chose à négliger. Et justement, l'objectif vraiment de cet épisode, c'est de mettre en lumière en fait ces choses-là qu'on banalise, et pourtant beaucoup de femmes vivent ce type de traumatisme. Des femmes et des hommes. Et des hommes, oui. et des hommes. Mais voilà. Et justement, en fait, l'hypersexualisation peut se manifester de plusieurs façons. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est manifesté dans ta vie? Alors, déjà que j'avais déjà un caractère assez bien trempé, mais là, ça a été pire. Alors là, j'étais devenue impulsive, colérique, nerveuse, changer totalement ma manière de m'habiller. Déjà, de base, j'étais un garçon manqué. À partir de la première, il fallait que j'aie un décolleté. D'accord. Fallait que ça me moule. Fallait pas que ma veste soit trop longue pour qu'on puisse voir mes fesses. Fallait que je me maquille énormément. Fallait qu'en fait, je mette tous mes attributs en valeur. D'accord. Pour pouvoir plaire à qui que ce soit. En fait, c'est comme si tu voulais prendre une revanche sur ce qu'on t'a volé, en fait. Totalement ça. C'est-à-dire le besoin de contrôler tout le temps. Et ça se manifestait surtout quand il y avait quelqu'un qui allait me donner un ordre ou une preuve d'autorité. À ce moment-là, avec ma mère, c'était très dur parce que c'est pas que je lui en voulais, mais j'en voulais de pas me voir. C'est-à-dire que je l'en voulais de pas comprendre que cette situation m'avait fait très mal et que ça m'avait changé. Parce que pour ma mère, je restais son bébé et que malheureusement, c'est pas qu'elle l'a banalisé, mais elle s'est dit, bon, comme pendant une année, ça allait bien, je vois pas pourquoi l'année prochaine, ça va être totalement bordélique. Du coup, c'était la guerre avec elle. Elle me disait oui, je disais non. Elle me disait non, je disais oui. Et c'était partout comme ça. Mais ça s'est vraiment joué quand je rentrais en cours. Je traînais avec des garçons. Comme je vous ai dit, j'étais garçon manqué. Mais là, je ressentais plus le besoin d'une certaine manière, tous les attirer un à un pour quelque chose. Alors qu'ils m'aimaient comme une sœur au début. Ils m'aimaient tous comme une sœur au début, mais je sais pas, j'avais le besoin de savoir que je leur plaisais, que j'étais exceptionnelle, que à ce moment-là de ma vie, j'étais trop belle et que même si leur style de femme, c'était pas les femmes noires, que moi, je cochais cette case. En fait, tu avais un besoin d'approbation, en fait. C'est ça. Qu'on te remarque et qu'on sente que tu es présente, en fait, que tu es là. Ça.
Ouais. et que j'allais le montrer de beaucoup de manières. C'est-à-dire que si c'est pas... Après, je suis un peu comme ça aussi. Si c'est comme ça touche à l'une de mes amies ou truc, fallait que je rentre dedans. Tu vois, fallait que je rentre dedans parce que je refusais d'être la victime. Je refusais d'être la victime. Je refusais de me soumettre et que quelqu'un puisse dire « Oh Myriam, j'ai le dessus sur toi ». C'était impossible. C'était réellement impossible. Mais ça a aussi joué sur mes études. J'étais quelqu'un, et je le suis toujours, hein, assez intelligente. J'ai jamais eu de problème, mais j'ai commencé à avoir du mal à aller à l'école. Ça veut dire que je préférais m'enfermer, rester dans le noir et ne rien faire. Sauf que comment vous voulez l'expliquer à votre mère, ça? Une mère noire, femme noire, africaine. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Ça veut dire que je me rappelle, je trouvais des petits stratagèmes. Je traînais dans le hall, je faisais semblant d'aller à l'école, et je traînais dans le hall en haut, et j'attendais que ma mère elle quitte le travail pour pouvoir repartir et rester couchée dans mon lit à rien faire. Donc, il y a eu un impact psychologique, énorme. Physique, au niveau de tes relations avec les gens, au niveau de tes relations avec les hommes. Et puis, est-ce que par la suite, comment dirais-je, sur tes rapports, peut-être par la suite? Oui, quand j'ai commencé à rentrer dans une vie active sexuellement, j'ai vite associé la douleur au plaisir. D'accord. Donc, tu t'es dit que ça devait se passer comme ça s'est passé la première fois. C'est ça. Ça veut dire que je devais mettre mon corps à bout pour comprendre que cette personne-là, elle m'aimait. D'accord. Mais jusqu'à me créer des petites micro-lésions dans mes parties intimes. En fait, tu avais vraiment une conception biaisée en fait, de ce que c'était un rapport. De l'amour en soi, de la vision d'un homme aussi. Et surtout des relations sexuelles. D'accord, ok. Pour moi, on ne pouvait pas faire l'amour tendrement. On ne pouvait pas seulement se câliner, être dans un lit. Non, pour moi, je devais servir à quelque chose. C'est-à-dire que si tu m'emmènes dans un lit, pour montrer que je suis présente, il faut que je te serve à quelque chose. D'accord. Tu vois? Et comment, on va dire, t'as repris le chemin, on va dire, de la guérison? Comment tu t'es remis, on va dire, de ce qui s'était arrivé? Et surtout, comment t'as même... Excuse-moi de te couper, mais surtout, comment t'as accepter réellement ce qui s'était passé, parce que je pense que du coup pendant toute cette période là ou même du coup même ta vie sexuelle, amoureuse, amicale, etc. a été traumatisée par ce que tu as vécu. Comment tu as pris conscience qu'il y avait un problème et que même ce que tu attendais par exemple en amour n'était pas la réalité en fait? Comment tu as pris conscience de tout ça? Parce que je devenais dévastateur pour aussi mes amis. C'est-à-dire que mes amis à cette époque-là voulaient m'apporter une aide que je refusais d'accepter. Et je devenais aussi dévastateur pour tout mon entourage. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est peut-être toi le problème. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas réglé. Mais ça a pris des années. Hein. Oui, ça a pris des années, carrément. J'ai eu le temps de refaire mon bac. Bah oui, parce qu'après être absent comme ça, on n'a pas son bac. D'accord. Mais j'ai eu le temps de refaire mon bac et tout. Et à un moment donné, je suis rentrée dans ma première réelle relation amoureuse. D'accord. Et c'est là que ça a changé ma vision de l'amour. Et c'est là que ça a pu pointer le doigt sur tous les trigger warnings que je n'avais pas réglés de mes 16 ans jusqu'à mes 20 ans. Ok, d'accord. Tu vois? Mais c'est ça qui m'a poussée à... À mettre le doigt dessus, en fait. C'est ça. Et à régler parce que je réagissais d'une manière violente avec mon ancien partenaire. Je ne le tapais pas. Hein. Je ne le tapais pas. Mais la violence n'est pas aussi physique, elle est aussi verbale. Le comportement... Du coup, je voyais que je faisais vraiment du mal. Autour de toi. En fait, c'est comme si tu étais un peu sur la défensive à chaque fois. En fait. Constamment. Tu te sentais attaquée pour rien, en fait. Pour rien. Pour rien. Constamment en état d'alerte. Tu me fais une reproche, ça démarre au quart de tour. Je me dispute avec mes frères et sœurs, on doit se bagarrer jusqu'au sang. Enfin, j'étais tout le temps en état d'alerte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf qu'à un moment, j'ai vite fini épuisée. J'ai fini par devenir l'ombre de moi-même, autant mentalement que physiquement. Ok. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais aller voir une psy en cachette. Ok. Toujours en cachette. Toujours en cachette. Et quand cette dame, elle m'a dit, mais vous ne pensez pas que c'est ça la cause? Parce que moi, j'étais partie pour qu'elle gère mon comportement, qu'elle gère mon cœur, je ne sais pas. Mais pas qu'elle pointe son doigt sur mon agression. Elle me dit, vous ne pensez pas que c'est ça la cause?
Je vous dis la vérité, je l'ai fait que 4-5 fois. T'es allée que 4-5 fois chez la Je suis allée que psychologue. 4-5 fois. Parce qu'elle me disait tellement des trucs. Véridique. Oh là là. Tu pouvais pas supporter. J'arrivais pas à supporter. Parce qu'elle était totalement en train de déconstruire ma vision de l'homme. Parce que ouais, c'est vrai que à travers ça, déjà, tu as perdu ton père. Ouais. Et on t'apporte une image C'est ça. des hommes violents et tout. Donc, je pense que tu avais Moi, aussi... c'est pas... Mon père n'était pas violent, il était caractériel, Mhm. mais il n'était pas violent. Mm. Ça veut dire que je l'ai perdu assez tôt, à 14 ans, mais j'étais assez consciente pour comprendre que, mais non, c'est pas normal. Mhm. C'est pas normal, quoi. C'est pas parce que tu as été entouré de ça que les autres peuvent pas te faire du mal. Mhm. Et j'ai un peu projeté ça sur mon partenaire. Ok. Ça veut dire que je me disais, je vais mettre toute ma confiance en lui. Je vais lui dire tous mes traumas. Et il ne pourra jamais me faire du mal, c'est impossible. J'ai déjà trop assez souffert pour ça. Et ça n'a pas été le cas. Ah ben non. Ah, non. Et aujourd'hui, alors, comment tu te sens par rapport à cet événement? Le temps a fait les choses. Oui. Tu as eu aussi, on va dire, une guérison psychologique en allant voir une psy. Mhm. Donc, comment tu te sens J'ai commencé, je pense, à en parler. D'accord. Et j'ai commencé aussi à accepter que j'étais la victime. Oui. Et que j'avais rien fait. Surtout. Et que c'était pas de ma faute. Et que je devais comprendre aussi que ça définit pas ce que je suis. Ça définit une partie de ma vie, mon histoire, mon témoignage, mais ça ne définit pas ce que je suis. Et je ne peux pas être le reflet de cet abus, puisque, en vrai de vrai, je suis une personne solaire. Je suis bonne vivante, je suis souriante, j'aime vivre, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime sortir. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai arrêté de laisser la peur des hommes, la peur du monde me définir. C'est-à-dire que si je devais sortir et rentrer tard, je sortais, je rentrais tard. Ok. Si je devais côtoyer un homme, j'allais côtoyer un homme. Tu vois. Mais ça a été un long processus. Ça a été un long processus. Puisqu'au final, tout est connecté. Exactement. Tout est connecté. Et est-ce que tu as repris le contrôle de ta sexualité aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais je pense que je suis devenue plus saine. Puisque avant, je communiquais pas avec mes partenaires, avec mes envies et mes besoins. Alors qu'aujourd'hui, je sais que ça, c'est quelque chose de primordial. Et aujourd'hui, et Dieu merci, je n'allie plus l'amour à la douleur. Ce qui fait que je peux avoir un acte sexuel beaucoup plus calme et beaucoup plus doux, et je vais pas relier ça à c'est parce qu'il m'aime pas ou parce que j'ai pas été satisfaisante aujourd'hui. Je vais plus maintenant le voir et le ressentir. Alors qu'avant, c'était juste le voir que le ressentir. Tu vois ou pas? Ok. En tout cas, Myriam, on a vraiment été ravis en fait, de t'avoir avec nous. Moi aussi. Ravis que tu aies pu aussi porter la voix de personnes qui ont vécu des abus aussi comme toi, à un très jeune âge. Donc, on peut voir la répercussion que ça peut avoir sur l'aspect scolaire, dans les relations, dans toutes ces choses. Donc, pour conclure, ce que je pourrais dire à une personne qui est victime ou qui est témoin de ce type d'abus, de vraiment s'alerter en fait dans ce cas de figure. J'aimerais vous dire, allez demander de l'aide. Oui, c'est important. Parce que c'est très important. De parler aussi. Oui. Parce que souvent, on pense qu'on peut vivre ça toute seule et supporter ça toute seule, que ce soit des violences physiques dans ta famille, des abus à l'extérieur. Mais vous êtes juste une femme qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé. Et vous avez des gens qui vous aiment. Et il y a des personnes qui sont aptes à vous aimer correctement aussi. Oui. Et souvent, quand on subit ce type d'abus, on pense que personne nous aime ou personne va nous aimer correctement. Moi, je vous le dis, vous allez être aimé, vous êtes aimé par votre famille, par vos proches, déjà par vous-même. Par votre créateur aussi. Déjà, c'est très important. Par votre créateur. Donc, parlez les filles, communiquez, entraidez-vous,
soutenez-vous. Et même les garçons, c'est surtout eux. Parce que c'est très tabou. C'est encore plus compliqué. C'est très tabou. Ouais. C'est important aussi que tu parlais de l'entraide, du soutien. Moi, je voulais aussi promouvoir en même temps une application qu'on a découvert récemment. Donc The Sorority, je ne sais pas si tu connais. Je l'ai. donc c'est une application qui te permettra justement d'alerter. Bon, c'est exclusivement réservé aux femmes, mais elle te permettra d'alerter du moins les femmes autour de toi en cas de danger. Donc, tu as une alarme qui se met donc, si tu fais face à un danger. Donc c'est aussi utile. Très. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être, Belinda? Non, en tout cas, vraiment, merci Myriam. Merci pour ta transparence. Je pense que ça n'a pas été facile de revenir sur cet épisode. Franchement, tu m'as émue. Tu m'as vraiment émue. Mais je crois que ça fait partie de ton processus de guérison. Et comme tu l'as dit, parler, ça fait du bien. Et là, pouvoir parler même devant plusieurs personnes, en vrai. Ça rend les choses réelles. Ça rend les choses réelles, certes. Mais je pense que ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Et surtout, ça va permettre de sensibiliser sur ce que beaucoup de femmes vivent. Donc, merci. Merci encore. Merci à toi de m'avoir invitée. Du coup, voilà. Merci. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye. Bye.